Couper la canne, 10, 12, 14 heures par jour. Un travail de forçat qui use son homme à 40 ans et même avant. Nous sommes en République dominicaine, au cœur des Antilles. Selon les périodes, le CEA, Consejo Estatal del Azúcar, ou Conseil d'État du sucre de la République dominicaine, emploie 30, 40, 50 000 travailleurs agricoles haïtiens pour mener à bien la SAFRA, la coupe annuelle de la canne à sucre, de décembre à juin. Le sucre, c'est la richesse du pays, qui en produit 1 200 000 tonnes par an. Mais ici, depuis toujours, ce sont les Haïtiens qui coupent la canne. Les Dominicains n'ayant jamais accepté vraiment l'abolition de l'esclavage, qui, dans les îles des Caraïbes, condamnait les Noirs aux travaux les plus pénibles. Depuis 1952, un contrat annuel lie les deux pays. Pour environ 2 millions de dollars américains, Haïti livre chaque année 15 000 hommes qui doivent être logés et payés pour couper la canne dans les plantations géantes du CEA. Mais à ce chiffre plus ou moins officiel s'ajoutent chaque année plusieurs milliers de clandestins. Un salaire promis de 5 ou 6 pesos, ou 2 dollars par jour, mais en réalité réduit à environ 1 dollar américain. Quand on dispose d'une main-d'œuvre renouvelable à un tel prix, pas question d'investir des millions de dollars dans la mécanisation, comme l'ont fait d'autres pays. Mars 1987. Une nouvelle SAFRA. Duvalier est parti, mais des deux côtés de la frontière, mais là-bas, mais ici, rien n'a changé. C'est monsieur Sanon qui passait. C'est monsieur Sanon qui est passé, qui nous a enrôlés en nous disant que la canne, ça paye bien. Il nous a dit que la canne, ça paye bien, et nous, nous sommes dans le besoin. Les Haïtiens sont pauvres. C'est pour ça qu'il nous a amenés ici, et depuis qu'on est là, il nous a abandonnés, après nous avoir divisés. Il nous a partagés par petits groupes. Il vous a divisé. Il nous a divisés dès le passage de la frontière à Jimani. Il nous a divisés et on ne l'a plus jamais revu. Alors chaque camion a pris un groupe d'Haïtiens. Combien on vous paie depuis que vous êtes arrivé? Depuis hier qu'on est ici, on a reçu 1 peso. Chacun 1 peso. 1 peso chaque jour pour manger. Pas chaque jour, seulement hier. Et aujourd'hui, ils nous ont donné chacun 1 peso. C'est ce qu'ils vont nous donner chaque jour. Et vous, comment êtes-vous arrivé ici? Et de quelle région d'Haïti venez-vous? Moi, de Bénin. Moi, de Lomont. Ah, vous venez de Lomont. Oui, de la 11e section communale. Mais vous n'étiez pas au courant avec tout ce qu'on a dit à la radio en Haïti? Vous ne saviez pas que c'est la misère ici pour les Haïtiens? C'est un type qui était déjà venu ici qui nous a enrôlés. Il est venu, il m'a dit, ici c'est bon. Tout ce qu'on entend, c'est des mensonges. C'est du bluff, des racontards. On peut venir. Il nous a demandé 5 dollars. En arrivant à Port-au-Prince, on devait lui donner 5 dollars. Aussitôt qu'on lui a remis les 5 dollars, il nous a abandonnés là-bas et il est parti. Et vous, les enfants? Et toi? Moi, ils m'ont pris sur la frontière. Ils t'ont pris sur la frontière? Oui. Tu coupes la canne, toi aussi? Bien sûr, je coupe la canne. Tu vois pas comme mes mains sont noires? Depuis quand coupes-tu de la canne? Ça fait 2 mois que je coupe de la canne, ici. Et toi, petit? T'es venu couper de la canne aussi? Oui. Et celui-là, t'es venu couper de la canne, toi aussi? Oui. Alors toi, on t'a pris sur la frontière? Oui. Mais pourquoi tu ne t'es pas sauvé? Il y avait des fusils braqués sur moi pour me tuer. Tu avais peur de courir et qu'on te tire dessus. Mon cher, je voulais pas me faire tirer dessus. Je me suis résigné à venir. Est-ce que tu aimerais retourner chez toi? Moi, là, si on me donne de l'argent, je retourne chez moi. Est-ce que ta famille sait que tu es ici?
Personne ne sait où je suis passé. Dans la zone d'où je viens, près de Tommaso, il y avait 2-3 personnes qui étaient allées acheter du sucre près de la frontière. Les Dominicains les ont ramassés et les ont amenés en camion pour couper la canne ici. Et s'ils refusent, ils doivent payer une rançon pour pouvoir retourner en Haïti, dans leur pays. C'est comme ça. Tous les Haïtiens qu'ils trouvent, ils les ramassent comme des vagabonds et ils les emmènent ici. Pour le logement, ce nouveau groupe de 15 arrivants est divisé en deux. 8 personnes logeront dans ce réduit d'environ 4 mètres sur 3, sans électricité, sans eau, avec pour tout mobilier un morceau de mousse synthétique à même le sol. Ils sont environ 200 000 Haïtiens à vivre dans les batailles, comme on appelle ici les camps des travailleurs agricoles haïtiens. On compte 250 batailles en République dominicaine, dont près de 200 pour les plantations du CEA, du Conseil d'État du sucre, parmi lesquelles tous les batailles que nous verrons dans ce film. Les travailleurs agricoles s'appellent ici des braceros, et les coupeurs de canne haïtiens, ce sont les congos. Quand ils sont ici depuis longtemps, on les appelle alors les viejos, les vieux. Dès leur arrivée ou plus tard dans les batailles, on leur prend, on détruit leurs papiers. Et même si la loi garantit la nationalité dominicaine à toute personne née au pays, leurs enfants seront bien souvent comme eux des apatrides, des déracinés, n'existant légalement ni pour Haïti, ni pour la République dominicaine. Nous avons noté qu'à leur arrivée, ils s'expriment assez bien. Puis avec le temps, ils deviennent muets, protégeant leur dignité dans le silence. Il n'existe sur les batailles aucune information officielle et crédible, seulement des rapports d'organismes sociaux et humanitaires assez accablants, mais qui donnent la parole aux experts plutôt qu'à ceux qui vivent, qui survivent ici. C'est donc d'abord au silence des batailles que nous demandons aujourd'hui de parler, même si nous savons que la réalité est souvent pire que celle qu'ils nous dévoilent. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Là, il y avait des latrines entourées de planches et couvertes de tôle. Et pourquoi c'est comme ça maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit enfant était mort. On a pris la porte pour faire un cercueil, pour enterrer l'enfant. Après, le vent a fait tomber le reste et les gens ont pris les tôles pour couvrir leur maison. Il ne restait plus rien. Et pourquoi ont-ils dû prendre ce bois-là pour faire le cercueil? Parce qu'il n'y avait pas de planches. Où est-ce qu'il n'y avait pas de planches? Dans le bataille. Ah, il n'y avait pas de planches? Non. Alors ils ont dû prendre ce bois-là pour faire le cercueil et enterrer l'enfant, et maintenant les latrines sont comme ça. Scandalisés par l'habitat, bien des visiteurs oublient que la coupe de la canne elle-même est aujourd'hui anachronique. Pour ce travail inhumain qui détruit vite les hommes les plus forts, le bracero haïtien, le Congo, touche moins de 2 pesos par tonne coupée et chargée, c'est-à-dire, en principe, l'équivalent d'à peine 2 $ américains pour 12 à 14 heures de travail. Mais en réalité, il ne recevra que l'équivalent d'1 $ pour cette journée de bagne, car on lui retient une partie de son salaire pour des services absolument inexistants, et il est rançonné par les cadres et les commerçants dominicains. Mais ceux que les Congos détestent le plus, ce sont les pesadors, les Dominicains qui pèsent la canne, ici cachés derrière un panneau. Les Haïtiens les considèrent comme les premiers voleurs de la terre. Et le Congo pense une nouvelle fois, combien vont-ils me voler aujourd'hui? 100 kilos? 200 kilos? Il ne peut rien vérifier, rien réclamer, seulement se taire. 62 tiene. ¿Cuánto? 62. Te bajará por aquí, por la zona este. Bueno, voy para la zona.
À quelle heure commencez-vous à travailler? À 6 heures du matin. À quelle heure finissez-vous? À 6 ou 7 heures du soir. 7 heures. Ça veut dire que vous travaillez 13 heures par jour. Oui. Et comment trouvez-vous qu'on vous traite? Êtes-vous content de la façon dont vous êtes traité? Quand nous arrivons, on ne nous donne rien. Il faut peiner, il faut travailler fort pour pouvoir manger. Combien d'argent pouvez-vous faire par jour? Par jour? Oh, par jour, nous pouvons faire 5, 4 pesos. Ça dépend de la canne qui est mauvaise ici. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous ici? Pour moi, ce qui est le plus dur, c'est que je travaille et je ne vois pas ce que je gagne. Même si j'arrive à gagner un tout petit peu, quand je dois le changer, il ne me reste plus rien. Et quand j'arriverai en Haïti devant ma femme et mes enfants, je n'aurai rien pour leur acheter même un vêtement. Ça, c'est dur pour moi. Parce que c'est dur pour moi d'avoir quitté mon pays, d'avoir enduré toutes ces misères et de devoir arriver les mains vides. Et pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur ici? Moi, eh bien, ce qui est le plus dur, vous savez, l'homme est un animal qui se résigne facilement. Je me suis résigné. Alors je me débrouille pour faire l'argent de mon passage, pour prendre mon vol et retourner chez moi. Moi, ce que j'aimerais dire, j'ai enduré tant de misère ici, je ne voudrais pas que d'autres Haïtiens viennent comme moi souffrir ici. Quand je rentrerai, je vais leur déconseiller, je vais leur dire non, n'allez pas là-bas. Voyez-vous, quand je suis arrivé, j'ai attendu 3-4 jours un chariot pour ramasser ma canne et pendant ce temps, je n'étais pas payé. Ils n'ont pas ramassé ma canne, ils ne m'ont rien donné, seulement un petit matelas. Je ne veux pas que d'autres Haïtiens connaissent la même misère, je ne suis pas d'accord. À quel âge as-tu commencé dans la canne? À l'âge de 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans, tu ne vas pas à l'école. Comment faites-vous pour vivre? On vit très mal. On vit très mal. Comment? Il y a des jours où on reste toute la journée sans manger, jusqu'au coucher. On boit juste un peu d'eau. On se dit bien, on est à la grâce de Dieu, Dieu ne nous laissera pas mourir. On boit un petit peu d'eau et on se couche. Et l'eau, c'est une misère. Il y a des jours où il faut aller loin pour amener de l'eau. Au pays des autres, on ne sera jamais bien. Au pays des autres, on est des esclaves. On devient esclave. On te dit lève le lit, t'es obligé de le faire. On te dit lève ça, t'es obligé de le faire. Alors t'es un esclave. Bon, les enfants, ils sont dans nos mains, ils sont dans la misère. Ils ne vivent pas comme ils devraient vivre. Ils sont dans la misère, ils ont faim. Les enfants, on aimerait les envoyer à l'école, on n'a pas d'argent. Avec 4 enfants, que peut-on faire en coupant de la canne? Dans les batailles, l'alimentation quotidienne est composée de farine et de grains de maïs, de riz et de quelques légumes. De temps en temps, des tripes, seule partie du bœuf que les Dominicains abandonnent aux Haïtiens. Et du poulet de rare fois, les jours de festin. Ces braceros ont quitté le Baté très tôt ce matin. Plus de 2 heures de marche, dans la pierraille et les épineux, pour rejoindre Nabati et faire du charbon de bois. Là où plus tard, ils cultiveront quelques légumes. Pourquoi faites-vous du charbon de bois? Eh bien, c'est tout ce qu'on a trouvé à faire pour ne pas être obligé de voler. On doit se fermer les yeux et accepter ça. Combien d'argent faites-vous dans le charbon? Bon, nous pouvons faire 100 pesos environ. 100 pesos ou 50 $ canadiens.
Et combien de temps mettez-vous pour faire cet argent? Presque 2 mois. Presque 2 mois. Le travail est dur. Je ne dirais pas que c'est mieux que la canne, mais avec la canne, on est esclave. On peut passer plusieurs jours sans être payé. La canne reste à terre et on meurt de faim. Ta femme et tes enfants crèvent de faim. Tu ne trouves rien à manger. Mais quand tu coupes le bois, tu peux le vendre, faire un peu d'argent et subsister avec les enfants jusqu'à la prochaine coupe. Mais avec la canne, c'est impossible. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'allais dans mon pays voir ma femme et mes enfants. Ma mère est malade. J'ai laissé ma femme enceinte sur le point d'accoucher. Je m'en allais pour tenter de résoudre ces problèmes, pour revenir ensuite pour travailler ici. En chemin, on m'a arrêté. Je ne pouvais plus continuer. Ils m'ont pris tout ce que j'avais et en plus, j'ai dû payer 30 pesos pour reprendre mon travail ici. Mais je veux quand même y aller. Comment es-tu arrivé ici dans le bataille? Le 21 novembre, près de la frontière, alors que j'allais acheter un dictionnaire et des chaussures, des soldats dominicains m'ont arrêté. Quand ils t'ont arrêté, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Quand ils m'ont arrêté, je me suis laissé emmener à la caserne. Dans la caserne, ils m'ont enfermé à 7 heures du matin et j'en suis sorti à 3 heures de l'après-midi. Avais-tu de l'argent sur toi? J'avais 45 gourdes sur moi. Est-ce qu'ils t'ont pris cet argent? Au moment où ils m'ont arrêté, ils ont pris mes 45 gourdes. Bon. Qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Je n'avais jamais coupé de canne dans mon pays et ils m'envoient couper la canne. Je me rends compte que pour moi, la vie est tellement difficile ici. Je vois que si je veux manger, je dois couper de la canne. Alors je dois faire ce travail. Combien gagnes-tu par jour? Ah, dans une journée, je ne gagne rien. Ça me prend 3 jours pour faire 5 pesos, pour faire 2 dollars. Est-ce que ta famille est au courant? Personne ne sait. Ils ne savent même pas si tu es vivant? Ils ne savent pas si je suis encore en vie. Comme lui, ils sont des centaines d'Haïtiens que les soldats dominicains arrêtent dans les zones frontalières en volant leur argent et détruisant leurs papiers avant de les envoyer dans les batailles, dans la canne. Mais dans les batailles, le Christ tarde à venir. Située à proximité des plantations de canne, cette église de Yamassa et son grand presbytère sont tenus par des prêtres canadiens qui ne mettent pas les pieds dans les batailles et refusent même l'utilisation de locaux inoccupés pour l'entreposage de vivres et médicaments destinés aux travailleurs haïtiens. Limpia, limpia, Maniel. Les braceros mettent souvent le feu dans la canne pour la débarrasser des feuilles encombrantes et accélérer la coupe des grosses tiges. Mais le travail est alors très salissant et même dangereux, car il faut marcher sur la canne enfumée, devenue très glissante. Triplé, Atonsi, Juan Sanchez, Corobal.
Les batailles du centre ne valent pas mieux que ceux du sud. Delinois, depuis quand es-tu ici? Bien, je suis ici depuis 1950. Oui, depuis 1950. Bon, ça fait donc environ 37 ans. Oui, 37 ans. Bon, comment t'es-tu coupé la jambe? Une charrette m'a coupé la jambe. Une charrette de canne? Oui, une charrette de canne. Quand est-ce? En 1983. Et combien la compagnie te paie pour cet accident? Bon, début 85, la compagnie avait commencé à me payer. Mais au milieu de la même année, ils ont arrêté. Ils ne me payent plus. Et combien te payait-elle par mois? Ils me donnaient 42, 63, jusqu'à 100 pesos. Mais aujourd'hui, plus rien. Depuis quand on ne te donne plus rien? Depuis 85, ils ont arrêté. Depuis 85. 86, 87, ça fait plus de 2 ans qu'on ne te donne rien. Et comment fais-tu pour vivre? Bah, il y a des gens qui me donnent 50 centavos. Qui te donne cet argent? Les gens, les voisins. Les gens qui passent. Oui, oui, les gens qui passent. Alors, ils te donnent 50 centavos? Oui, oui. Et qui te fait à manger? Bon, il y a des jours où ma sœur qui est là me prépare un petit quelque chose comme ça. Bon, ce sont les gens, les amis qui te font cadeau. Oui, oui, les amis, oui. Un baraquement a brûlé et l'on distingue nettement les espaces dans lesquels s'entassent des familles ou des groupes de 8 ou 10 personnes. Nous sommes en présence d'une femme atteinte de la gale ainsi que son bébé. C'est l'un des cas d'hématose le plus fréquent dans les batailles. Cela est dû à la promiscuité, au manque d'hygiène et particulièrement le manque d'eau qui affecte la population des batailles. Elle a 6 enfants et 2 atteintes de cas de malnutrition qui sont en traitement, en pleine récupération. On peut observer ici l'état des cheveux. Ce sont des cas assez fréquents auxquels nous devons faire face. Quand vous donne-t-on de l'eau? Tous les 15 jours. Pourquoi ne vous donne-t-on pas de l'eau plus souvent? Ils disent que l'eau, c'est pour les bœufs, pas pour nous. Et comment faites-vous pour avoir de l'eau? Pour la lessive et pour vous laver? On va à la rivière chercher de l'eau. La rivière est près d'ici? Non, c'est loin. Combien de kilomètres il faut marcher? Je ne sais pas combien de kilomètres, mais c'est loin du bataille. Et pour le lavage, comment faites-vous? Vous apportez les vêtements avec vous? On emporte les vêtements à la rivière pour les laver. Combien de temps passez-vous à la rivière? Oh, si nous partons à 8 heures selon le lavage, nous pouvons revenir à 6 heures du soir. Ce jour-là, ce n'était pas jour de distribution. Le chauffeur passait seulement pour ravitailler un commerçant dominicain. Mais comme nous avions une caméra, il n'a pas osé repartir sans remplir quelques bidons des Haïtiens. Vigélie, combien d'enfants as-tu? J'ai 10 enfants. Comment arrives-tu à vivre avec eux? Bon, les bons prochains me tendent la main. C'est ainsi que je vis avec Où est ton eux. mari? Mon mari est mort. Depuis quand environ est-il mort? Ça fait 5 mois qu'il est mort. 5 mois. Et comment fais-tu pour vivre avec les enfants? Bon, les bons prochains me tendent la main. Que fais-tu en plus, à part de recevoir la charité? Que sais-tu faire pour aider tes enfants? Bon, je vais couper la canne. Et maintenant, pourquoi ne vas-tu plus couper la canne? Je suis malade, je sens que je n'ai plus la force pour couper la canne. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi maintenant?
Bon, j'aimerais, si on voulait m'aider, me donner quelque chose pour pouvoir me débrouiller, vivre avec les enfants. Mais quand tu dis te débrouiller, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon, ce que je trouverais à faire, un commerce. Je devrais faire un petit commerce. Christina, quel âge as-tu? 16 ans. Et comment fais-tu pour vivre seule? Bon Dieu le veut ainsi. Où est ton père? Mon père est mort. Depuis quand est-il mort? Il y a 5 mois. Bon, et qui est-ce qui t'aide? Et cet enfant, à qui est-il? Bon, mon mari, quand il peut, il me donne. Mais ton mari, qui est-il? Le père de l'enfant ou quelqu'un d'autre? Le père de l'enfant. Où est-il maintenant? Il coupe la canne? Non, il travaille dans une boutique. Et quand est-ce qu'il vient? Il ne vient pas du tout. Qu'est-il arrivé? Vous vous êtes quittés? Nous nous sommes quittés. Et depuis quand vous êtes-vous quittés? Je ne sais plus quand exactement, mais il y a bientôt 3 semaines qu'on s'est quittés. Et comment fais-tu pour t'occuper de l'enfant? Où trouves-tu l'argent pour le nourrir, lui acheter des vêtements, pour en prendre soin? Bon, il lui envoie... Qu'est-ce qu'il lui envoie comme ça? Il envoie 5 pesos pour nourrir l'enfant, mais pas pour moi. À quel intervalle envoie-t-il ces 5 pesos? Toutes les semaines. Chaque semaine. Et avec 5 pesos, t'arrives à te nourrir toi et l'enfant? Non, je nourris d'abord l'enfant et avec le reste, je me nourris. Avec ce qu'il envoie pour l'enfant, j'élève l'enfant. 5 pesos pour nourrir cet enfant. Est-ce que ça suffit? Ça fait 1 peso par jour. Combien dépenses-tu chaque jour? 1 peso ou 30 cents par jour pour l'enfant. Les femmes du bataille qui, comme toi, n'ont pas de mari, est-ce que le Conseil d'État du sucre, si leur mari est mort, si elles n'ont pas de travail, est-ce que le CEA leur donne du travail, à manger ou de l'argent? Non, on ne leur donne rien. On ne leur donne rien? On ne leur donne rien. Et comment font-elles pour vivre? Il y en a qui travaillent, elles vont travailler à la capitale. D'autres coupent la canne. Et toi, que penses-tu faire? Moi, je voulais aller travailler à la capitale. Ma mère dit que je ne peux pas à cause de l'enfant. Donc, tu n'as personne pour garder l'enfant. Et ta mère ne pourrait pas le garder? Non, parce qu'elle a d'autres enfants à s'occuper. Et parmi ces femmes, est-ce qu'il y en a qui se mettent dans la rue, qui se prostituent? Il y en a qui se prostituent. Toi, tu te résignes à aller travailler au lieu d'aller à la capitale. Tu préfères couper la canne. Les femmes qui coupent la canne, est-ce qu'on les paie plus que les hommes? Non, la même chose. Donc pour eux, l'homme et la femme, c'est pareil. Ah oui, la même chose. Est-ce qu'il y a ici des gens qui dépendent du Conseil d'État du sucre? Tout le monde, tous les travailleurs dépendent de la compagnie. Tout le monde, tous les travailleurs dépendent de la compagnie. Alors si vous êtes malade, la compagnie prend soin de vous. Elle prend soin des hommes, pas des femmes. On ne soigne pas les femmes? Non, 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 les hommes, pas les femmes. Les hommes, pas les femmes. Et si vous êtes malade, on ne vous conduit pas à l'hôpital, on ne fait rien pour vous? Non, les hommes seulement, les enfants non plus. Les enfants non plus? Non, 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 non. Mais vraiment, mes amis, vous pouvez vivre dans ces conditions? Non, c'est pas bon comme ça. Il faut faire quelque chose. Mais pour pouvoir faire quelque chose, il faut nous mettre ensemble pour voir comment sortir de cette situation. Parce que quand on pique un Dominicain, quand on pique un Américain ou n'importe qui, le sang qui sort est de la même couleur. Le même sang. Quelle couleur? Le même sang. Le même sang. Alors nous avons les mêmes droits, tout comme eux. Mais si nous travaillons, mais si vous travaillez avec quelqu'un, il doit prendre soin de vous. Par exemple, le père de cette jeune fille est mort. Est-ce qu'on a remis à ta mère l'argent qu'on devait à ton père comme pension? Non, non, on ne donne rien à ma mère. Rien. Et que fait-elle pour vivre? Ils donnent pas l'argent de la pension? Non, ils n'ont pas donné. L'argent n'est pas encore sorti? Ça ne sortira pas non plus. Il y a des problèmes là-dedans. Ça ne sortira pas. Et comment ta mère va-t-elle continuer à vivre? À la grâce de Dieu. Dieu seul le sait.
Dans ces batailles sans eau, où l'électricité dessert seulement quelques boutiquiers, dans ces villages sans médecins et sans école, dans ces ghettos haïtiens où l'indigence et la peur vous retiennent aussi efficacement que des miradors, dans quelque direction que l'on puisse regarder, l'horizon est toujours le même. Et c'est la canne à sucre, les champs de canne à l'infini, sans espoir d'en sortir. Après 12 heures dans la canne, certains font pourtant des efforts pour s'instruire, avec l'aide de quelques bénévoles, comme ce pasteur qui, certains soirs, devient instituteur. Vous laissez la nourriture à l'air. Les mouches se posent dessus, vous arrivez, vous mangez la nourriture, alors ce que la mouche avait mis là-dedans, quand vous mangez, vous l'absorbez. Ça vous donne des maladies, ça vous donne mal au ventre, ça vous donne une quantité de problèmes. C'est pour ça que le mot « maladie », c'est beaucoup de choses qui causent les maladies. Mais si vous prenez des précautions, vous pouvez durer plus dans la vie. Je crois que vous comprenez ce que j'ai dit ce soir. Alors vous voyez que cette affaire de maladie, ce n'est pas une plaisanterie, c'est une chose compliquée. Ce soir, nous avons cherché la famille Ma. Nous avons une famille, et nous avons une famille, bon, qui fait ça fait maladie. Répète encore, maladie. Nous tous nous comprenons ça. Vous avez tous compris ça maintenant, OK? Et alors c'est pour cette raison nous voulons que... Bon, et alors c'est pour cette raison que chaque fois que dans votre vie, vous avez la chance d'avoir l'école, ne restez pas chez vous. N'écoutez pas non plus ceux qui disent qu'ils sont déjà trop vieux, qu'ils ne peuvent plus apprendre. Vous pouvez apprendre et vous pouvez réussir. Les gens qui ne savent pas lire ne savent pas ce qu'ils défendent, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne sait pas lire, qu'est-ce qu'il défend? Rien. Mais lorsque vous savez lire, si on vous donne un reçu de canne où c'est marqué 6 pesos, quand vous allez acheter à l'épicerie, vous achetez pour un peso, vous donnez le reçu, vous savez combien on doit vous remettre, n'est-ce pas? Mais si vous ne savez pas lire, vous ne saurez pas ce qui est marqué sur le reçu de canne. Quand vous le remettez, même si vous achetez pour 20 centavos, pour 30 centavos, ils vous rendent ce qu'ils veulent, ils prennent plus. Mais quand vous savez lire, vous connaissez les chiffres. Quand vous donnez un reçu de canne, vous savez combien vous avez donné. Quand on vous rend la monnaie, vous savez combien on vous doit, n'est-ce pas? Donc, quand on apprend à lire, c'est pour défendre nos droits. Ainsi, ce soir, nous sommes à l'école pour apprendre et pour défendre nos droits. OK? Une fois par mois, au baptême de Mamé, les femmes se présentent avec leurs enfants au dispensaire du Bon Samaritain, un organisme dominicain fondé par un médecin haïtien formé en République dominicaine. Avec une vingtaine de professionnels, dominicains et haïtiens, comprenant médecins, infirmières, agronomes, techniciens et administrateurs, le Bon Samaritain ne peut cependant assurer qu'une consultation mensuelle dans les batailles qu'il dessert. Conscient des priorités et avec le support de plusieurs organisations canadiennes, dont notamment l'ACDI et Oxfam Québec, le Bon Samaritain étend aujourd'hui son action dans une 50aine de batailles. En plus de l'action médicale, il installe également des écoles, des pompes éoliennes et des réservoirs d'eau potable, des centres d'élevage et de pisciculture. Avec la participation d'une trentaine d'animateurs bénévoles dans les batailles, cette action multidisciplinaire, aussi modeste soit-elle en regard des besoins, a su créer un milieu de collaboration fraternelle entre Haïtiens et Dominicains. Docteur Polanco, quelles sont les maladies que vous rencontrez le plus fréquemment dans les batailles? Les plus courantes sont les parasitoses, diarrhées, vomissements, dus au mode de vie et avant tout à la piètre qualité de l'eau. Dernièrement, nous avons recensé des cas de tuberculose. Il y a aussi d'autres maladies, comme les maladies de la peau dues au manque d'hygiène. Et vous, en tant que médecin et dominicain, que pensez-vous de la situation des Haïtiens dans les batailles?
Bon, nous croyons que la situation est pénible. Parce que il suffit de marcher dans le bâtiment pour se rendre compte qu'il y a tout au plus 2 ou 3 latrines. Et les gens doivent vivre dans des baraques. L'alimentation est très précaire. Les gens n'ont pratiquement rien à manger. Il y a beaucoup de cas de malnutrition. À ce sujet, le centre de santé expérimente l'élevage des lapins en vue d'assurer une meilleure alimentation. Nous avons aussi un programme de distribution de lait destiné aux enfants sous-alimentés. Notre programme comprend aussi l'élevage de poissons. En quelque sorte, nous essayons d'apporter un peu d'aide pour pallier, pas pour solutionner, mais pour redresser un peu la situation catastrophique dans laquelle se trouvent nos batailles. Il y a 50 ans, en octobre 1937, le dictateur Trujillo ordonnait un massacre de 40 000 Haïtiens dans les zones frontalières. On voudrait l'oublier, et pourtant. Si par hasard nous n'étions pas passés avec un médecin au bâté de Tripoli ce jour-là, cet homme serait mort dans quelques heures. Depuis quand es-tu malade? Ça fait 2 ans que je suis malade. Comment es-tu arrivé ici? Ils m'ont pris, ils m'ont jeté dans un trou. Jeté dans un trou? Oui. Qui t'a jeté dans le trou? Le majordome. Le majordome? Le capatace. Le capatace aussi. Et le chef de colonne aussi. Qui? Le chef de colonne. Le chef de colonne. On est arrivé à un endroit, ils ont ouvert l'auto, ils m'ont poussé. En tombant, toutes mes dents se sont brisées. Toutes tes dents sont brisées. Alors c'est quand ils t'ont jeté dans le trou que toutes tes dents se sont brisées. À un certain moment, j'ai entendu passer 2 personnes. Les autres étaient déjà partis. J'ai crié « À moi, au secours !» Personne n'est venu. Plus tard, j'ai entendu passer encore. J'ai crié au secours. C'était des Haïtiens, ils m'ont vu dans le trou et ils m'ont sorti du trou. Alors ils t'ont sorti. Combien de temps es-tu resté dans le trou? Une seule nuit. T'as passé une nuit dans le trou. Je suis tout meurtri. En chemin, ils m'ont frappé. Ces gens-là ont l'habitude de tuer les gens à coups de crosse, ceux qui m'ont jeté dans le trou. Ah, ils ont l'habitude de tuer les gens? Oui. Alors tu pensais que tu allais mourir? Ils espéraient me voir mourir avant d'être dans le trou. Tu peux guérir. Tu ne crois pas? C'est l'Éternel qui décidera. Dans cette région, la vie d'un Haïtien ne vaut pas cher aux yeux du Conseil d'État du sucre, comme nous le rappelle une doctoresse amenée à cesser son travail ici. Docteur Polanco, pourquoi ne travaillez-vous plus dans les batailles? Il y a à l'origine de cela un incident très impressionnant dans ma vie, je dirais même traumatisant, choquant. C'est arrivé le 11 juin 1985, alors que nous nous dirigions vers le bataille de Guasumita pour la visite médicale habituelle. Là, on nous informa que dans le bataille voisin, il y avait un incident violent entre Haïtiens et Dominicains et les militaires, et que le sang avait coulé. Nous étions très impressionnés. Mon compagnon et moi décidâmes de nous rendre sur les lieux pour faire ce que nous pouvions, puisqu'on nous avait dit qu'il y avait des blessés. Alors, en arrivant là-bas, il y avait des militaires partout, fortement armés.
Il y avait d'un côté peut-être 9 ou 10 personnes assises, couchées, jetées sur le sol, avec des traumatismes à diverses parties du corps. Alors nous avons essayé de faire ce que nous pouvions comme médecins. Mais vraiment, nous nous sommes sentis impuissants parce que nous ne pouvions pas faire ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Le plus impressionnant pour moi fut de voir des êtres humains maltraités, sans aucun secours. Les militaires se comportaient comme ce qu'ils sont réellement. Il n'y avait personne pour aider les blessés ou leur tendre la main. Oh mon Dieu, gain en fardeau, qu'apaise malheureux, aide-nous, mettez ensemble, n'a les sous, nous n'en noie et nous gaillés, nous pas gain tête ensemble. Aidez-nous, grouper ensemble, n'a joignons solution. Oh bon Dieu, gain en fardeau, qu'apaise malheureux. Aidez-nous, grouper ensemble, n'a les sous. Ça comprend, yo peut parler et y'a fait égoïste. Yo pito prend bâtiment pour y aller dans l'autre pays. Oh bon Dieu, gagne un fardeau, qu'apaise malheureux. Aide-nous, mettez ensemble, n'a les sous. Les feuilles bois tomber dans de l'eau, c'est pas même l'aile pourrie. Aidez-nous, pensez ensemble, un jour n'a délivré. Oh, bon Dieu, gagne un fardeau. Santa Ana, Santa Maria, Bombita, un vrai cauchemar, ces batailles du sud-ouest, où bien souvent la seule eau disponible est celle du canal d'irrigation de la Canne qui, ici, se porte mieux que les hommes. Toute l'extrême misère des batailles du sud-ouest est dans cette image. Madame Andrés est paralysée depuis 19 ans. Pour s'occuper d'elle et élever leurs 4 enfants, son mari ne reçoit du CEA rien d'autre que les 4 ou 5 pesos, moins de $2, que lui procure 10 ou 12 heures de sueur dans la Canne. Depuis 8 ans, cette femme seule se traîne à terre, sans aide, sans autre secours que la charité de voisins, eux-mêmes très démunis. Il s'agit d'un cas de syphilis phase terminale. Et c'est l'un des cas les plus courants qu'on rencontre ici dans toutes les batailles. Les maladies transmissibles sexuellement abondent et de façon extraordinaire. Une simple ablation pourrait délivrer cette jeune femme de son éléphantiasis mammaire. Mais elle n'a pas d'argent, ni pour aller à la capitale, ni pour payer l'hôpital. Et il n'est pas assuré qu'un chirurgien l'opérerait gratuitement. Santa Maria, Santa Ana,
Bombita. Plus loin de la capitale et plus près d'Haïti, les batailles du Sud-Ouest sont une litanie de scandales, de morts étouffées, dont l'énoncé est ici impossible. Né dans cet enfer il y a 40 ans, un bracero haïtien, père de cet enfant, ne peut contenir sa colère. Bon, maintenant, nous allons parler. Comment je me débrouille avec ma famille? Tu vois en arrière ce petit jardin. Dès que la safra commence, les soldats, les chefs, veulent arracher ce que nous avons planté. Et c'est sur ces plantes, ces petits pois, ces légumes, que nous comptons pour nourrir nos enfants. Parce que, imagine que durant la safra, nous ne gagnons que 6 ou 7 pesos par jour. Nous travaillons depuis 6 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Tous travaillent pour 6 pesos, 6 malheureux pesos. Jusqu'à 10 heures du soir pour 6 pesos, pour 2 $. Mais maintenant, je veux quitter ce travail. Ce n'est pas un travail pour une personne. De 6 heures du matin à 10 heures du soir pour 6 pesos. Je dois quitter. De toute façon, je vais laisser. Est-ce que tu peux envoyer tes enfants à l'école? Est-ce qu'ils peuvent aller à l'école? Mais comment je pourrais les mettre à l'école avec 6 pesos? Comment je pourrais les envoyer? Tu vois pas qu'ils sont tout nus? Oui, il y a bien 2 mondes dans la canne dominicaine. 2 mondes parfois proches l'un de l'autre, mais bien distincts. D'un côté, les 200 000 esclaves haïtiens de la canne, parqués dans 200 batailles comme celui-ci. Et de l'autre côté, les travailleurs dominicains avec de l'eau, de l'électricité et même des fleurs. Quand tu es venu ici, c'est toi qui l'as décidé. Oui, c'est moi qui l'ai voulu. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu parce que j'avais des problèmes. J'avais des problèmes en Haïti. Ma mère était pauvre, elle était très pauvre. Alors je suis venu. J'ai fait des efforts pour venir ici chercher quelque chose de mieux. As-tu une femme ici? Non, je n'ai pas Des de femme. enfants? Non. Tu vis seul? Oui. Et tu penses continuer à couper la canne? Oui, je continue à couper la canne. Je n'ai pas d'autre travail, je dois couper la canne. Ils se posent la question, ou on se pose la question, mais s'ils sont pauvres ici, s'ils vivent dans les conditions, si nous disons que la situation est infra-humaine, mais pourquoi ils continuent par venir ici? C'est ça, pourquoi elle continue cette situation? Pourquoi le Conseil du sucre ne prend pas plus soin de ses employés pour qu'ils même s'ils voulaient se conduire en capitaliste, pour qu'ils aient un meilleur rendement? Mais parce qu'ils sont certains qu'ils trouveront toujours d'autres Haïtiens. Peu importe si une dizaine, si une vingtaine d'Haïtiens meurent, ou bien peu importe, parce qu'il y a une main-d'œuvre, il y a une source de main-d'œuvre qui est Haïti. Donc, compte tenu de la situation en Haïti, donc, ils auront toujours des Haïtiens pour venir. Je m'excuse de vous poser la question brutalement, docteur, parce que je sais que vous êtes haïtien, mais j'ai l'impression, des fois, en visitant les bâtés, qu'on s'occupe plus des animaux, des abreuvoirs pour les vaches, que des hommes. Oui, c'est ça, c'est une réalité. C'est une réalité dure, mais nous devons l'accepter comme telle. Nous avons fait des démarches pour qu'on installe de l'eau, pour qu'on donne de l'eau aux populations. Ils disent non, l'eau c'est pour les bœufs. Villa, depuis quand es-tu en République dominicaine? Depuis Trujillo. Depuis Trujillo. Ce qui veut dire que tu es ici depuis 40 ans, n'est-ce pas? Qu'as-tu fait durant 40 ans? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je coupe la canne. Tu coupes la canne? Oui, et je sarcle. Tu sarcles les champs et tu coupes la canne. Que possèdes-tu après 40 ans de travail? Ne t'ai-je pas dit que j'ai des habits? Et combien de pantalons as-tu? Je t'ai dit que j'ai des habits, mais je ne les garde pas ici, de peur qu'on me les vole. Combien d'habits? Combien de pantalons as-tu? Ils sont là-bas. Combien en as-tu? 5. J'en ai 5. Avec celui-ci et ce vieux-là pour travailler. Et les chemises? 5 chemises. 5 pantalons et 5 chemises. C'est faux, nous ont dit ses voisins. Après 40 ans dans la canne, cet homme ne possède qu'un pantalon et qu'une chemise présentable. Le reste, des haillons pendus à la cloison. Oui, une machette, un pantalon et une chemise après 40 ans de travail. On ne peut tout de même pas avouer ça à des étrangers. Docteur Faublas-Joseph, comment les médecins, comment l'ordre des médecins et des infirmières et tous les gens qui sont dans le travail social peuvent accepter un tel traitement envers des êtres humains?
Et il faut dire tout d'abord, selon le dominicain, un Haïtien, ce n'est pas un être humain. N'est-ce pas? Et être Haïtien, c'est déjà une insulte. Et ils disent que c'est un péché d'être Haïtien. Alors, parler de santé, parler d'assainissement, parler de droits humains, droits de travail, salaire, etc., ça, c'est pour des êtres humains. Alors, quel que soit le dominicain, on peut trouver un secteur, mais très, très, très réduit. Mais la conception générale du dominicain face à l'haïtien, c'est que l'haïtien, ce n'est pas un être humain. Ça, j'ai l'impression que ça vient de très loin, ça vient de l'esclavage. Certainement. Un peu comme si l'esclavage n'avait jamais été aboli sur l'île. Exactement. C'est une situation ici même pire que l'esclavage. Les investigateurs sont d'accord là-dessus que du temps de l'esclavage, les propriétaires d'esclaves donnaient à manger à leurs esclaves. Mais aux Haïtiens qui travaillent, on ne leur donne pas à manger. Et qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour changer la situation? La situation dépend d'Haïti. Il revient aux Haïtiens, il revient à nous autres Haïtiens, de prendre en main la destinée de notre pays. Parce que le jour où l'Haïtien trouvera quelque chose à manger, il ne laissera pas Haïti pour venir mourir de faim ici. Avez-vous des plans pour retourner en Haïti? Nous aimerions beaucoup cela, mais nous n'avons pas les moyens. Nous sommes là, comme ça. Tout comme un animal lâché sans famille. Comme un animal lâché sans maître. C'est comme ça que nous sommes ici. Il y en a qui l'admettent, il y en a qui ne l'admettent pas. Mais nous n'avons jamais oublié notre drapeau. Il y en a qui l'oublient, il y en a qui ne l'oublient pas. Baté de Corobal. Il y a quelques heures, cette fillette est morte de malnutrition et de déshydratation. Sa mère a 19 ans et reste avec un autre enfant, abandonné depuis 3 mois par son mari. Le cercueil et l'enterrement coûteront 120 pesos qu'elle n'a pas. Après l'enterrement, le CEA prêtera 100 pesos à la famille ou aux voisins et retiendra cette somme les mois suivants sur les salaires des hommes. Et cette femme ne recevra plus un seul peso, plus un sou pour vivre. Pour le Conseil d'État du sucre, elle n'existera tout simplement plus. Les trains de Cannes, les seuls chemins de fer du pays, emportent les douleurs anonymes vers les raffineries dominicaines qui produisent annuellement plus d'1 million de tonnes de sucre. Mais le cours mondial du sucre a chuté de moitié entre 1980 et 1985, passant de 28 à 13 cents américains la livre. C'est pourquoi récemment, l'industrie sucrière s'est faite détrôner par le tourisme. Ainsi, à 20 minutes des batailles les plus sordides, la République dominicaine est de plus en plus une destination touristique pour des milliers d'Américains, de Canadiens et d'Européens. Au silence, aux souffrances et à la mort des uns s'opposent l'ignorance, l'indifférence ou l'égoïsme des autres. Oh mon Dieu, gain en fado, capé malheureux, aide-nous, mettez ensemble, n'a les sous, nous n'en noie et nous gaillés, nous pas gain tête ensemble. Aidez-nous, grouper ensemble, n'a joignons solution. Oh bon Dieu, gagnons fado, capé malheureux. Aidez-nous, mettez ensemble, n'a les sous.
fait boire tomber dans de l'eau, c'est pas même l'aile pourrie. Aidez-nous, penser ensemble, un journal délivré. Oh, bon Dieu, gagne un fardeau, qu'apaise malheureux. Aidez-nous, grouper ensemble, n'ara les souffles. Oh, bon Dieu, gagne un fardeau, qu'apaise malheureux. Aidez-nous, mettez ensemble, n'ara les souffles. Aidez-nous, mettez ensemble, n'ara les souffles.